Bienvenue à tous. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Ian Proud, un ancien diplomate britannique qui a occupé plusieurs postes à l'ambassade britannique à Moscou entre 2014 et 2019. Parmi ses fonctions, il a notamment été chef de chancellerie et conseiller des ministres britanniques sur les sanctions économiques. J'aimerais vraiment discuter avec vous aujourd'hui d'un article que vous avez récemment écrit, intitulé « La coalition des volontaires coincés dans le jour de la marmotte ». Cela s'inscrit dans le contexte où les Européens s'engagent à déployer des troupes en Ukraine et à affronter la Russie, tout en insistant sur le fait que la Russie ne devrait avoir aucun droit de veto sur de telles décisions, comme l'envoi de troupes en Ukraine. Je me demandais ce que vous en pensiez. Et comment vous faites le lien avec le jour de la marmotte, qui est d'ailleurs un excellent film. Oui, c'est vraiment un excellent film. Donc en fait, l'idée vient du fait que des gens comme von der Leyen et Mark Rutte se réveillent chaque jour et répètent exactement les mêmes gestes, font exactement les mêmes choses que la veille. En ce qui concerne la Russie, l'horloge se remet à zéro chaque jour à 6 heures du matin. Eh bien, la différence en réalité, vous savez, dans ce grand film de 1993, Un jour sans fin, c'est que le vrai message du film, c'est que chaque jour, le protagoniste principal comprend que s'il veut obtenir ce dont il a besoin dans la vie, il doit s'adapter et changer d'approche. Donc, il essaye de séduire Andie MacDowell, l'intérêt amoureux féminin du film. Et chaque jour, l'horloge se remet à zéro. Et il a appris quelque chose de la boucle précédente de 24 heures. Il fait chaque jour quelque chose d'un peu différent jusqu'à ce qu'il finisse par gagner son amour. Et pour une raison quelconque, il brise le cycle afin de pouvoir continuer dans un cadre temporel normal par la suite. La différence avec l'Union européenne, c'est qu'il se réveille chaque jour à 6 heures du matin. Écoute I've Got You, Babe de Sonny and Cher et font exactement les mêmes choses que lors de la boucle précédente de 24 heures, sans tenir compte du fait que ces actions ont échoué et ne les rapprochent pas de ce qu'ils veulent. Bien que, franchement, je ne sois pas vraiment sûr en ce moment de ce qu'ils veulent, à part la défaite de la Russie dans une guerre qu'elle est en train de gagner. Oui, c'est quelque chose que je remarque toujours aussi, ce désir de voir une véritable stratégie de la part des Européens. Or, une stratégie n'est pas qu'un mot creux. Cela implique de fixer des objectifs clairs, ce que l'on veut atteindre, et aussi de définir une voie réaliste pour y parvenir. Donc, de quels moyens dispose-t-on pour atteindre ces objectifs? Personne n'en parle. J'entends toujours les mêmes slogans. Il faut tenir tête à Poutine. On ne peut pas récompenser l'agression, l'unité. Cela ne veut rien dire. Ce ne sont que des formules toutes faites, qui sonnent bien et que tout le monde doit reprendre. Et cela enferme tout le monde dans la répétition des mêmes actions, encore et encore. Mais l'une des choses que nous devons répéter sans cesse, semble-t-il, c'est d'affirmer que l'adhésion à l'OTAN reste à l'ordre du jour, que la voie vers l'adhésion à l'OTAN est irréversible. Mais cela, bien sûr, est quelque chose qui empêche la paix. C'est la même chose que de déployer des troupes en Ukraine. Une fois que nous avons un cessez-le-feu, tout ce que cela garantit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu. Car si la Russie est entrée en guerre pour éviter la présence de troupes de l'OTAN en Ukraine, comment cela pourrait-il être la solution pacifique après une victoire russe? Mais qu'en pensez-vous? Est-ce simplement accidentel ou ne veulent-ils pas mettre fin à la guerre? Eh bien, je pense que, à travers leurs actions, il semble qu'ils ne veuillent pas mettre fin à la guerre. Mais l'une des raisons de leurs actions, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est qu'ils essayent de gagner une guerre par comité. On ne peut pas, dans un groupe de 27 nations comme l'UMRL, ou de 32 nations comme l'OTAN,
parvenir à un accord sur une action décisive à cause des exigences de la prise de décision collective. Ils ne peuvent donc jamais vraiment décider de faire quoi que ce soit avec autorité, à part maintenir le statu quo. Les groupes intergouvernementaux excellents à maintenir le statu quo. Donald Trump est arrivé et il a plutôt bien réussi à établir une sorte de cadre de paix pour l'Ukraine, ce qui représente un changement massif du statu quo qui, par exemple, écarterait définitivement l'OTAN de la table des négociations. Mais le club de l'UMA en Europe y résiste parce qu'il s'agit d'un changement et ils ne parviennent pas à se mettre d'accord entre eux pour l'accepter. Pour un observateur extérieur, cela donne l'impression qu'ils souhaitent que la guerre continue. Bien sûr, c'est une conséquence naturelle de leurs actions répétitives, comme dans le film Un jour sans fin. Dans leur petit comité, ils sont incapables de prendre une décision. Je considère essentiellement l'Union européenne comme une grande bureaucratie antidémocratique. Ils veulent continuer à faire ce qu'ils faisaient la veille, ce qui, inévitablement, est ce qu'ils font. Je pense que c'est la condition. Bien sûr, cela est bloqué par certaines positions extrêmement radicales au sein même de certaines fonctions clés des institutions européennes. Von der Leyen en est une. Kaja Kallas en est une autre. Je ne sais pas vraiment laquelle est la plus puissante ou la plus stupide, mais c'est ainsi que j'évalue la situation aujourd'hui. Et bien sûr, la Grande-Bretagne est un peu perdue, vraiment perdue dans l'espace. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Donald Trump est actuellement en visite au Royaume-Uni. Nous sommes simplement dans une situation très confuse et complexe, et cela signifie que des milliers d'Ukrainiens et de Russes meurent chaque jour sur le champ de bataille. Oui, c'est un peu sombre. Il y a presque une ambiance de célébration dans les médias à chaque fois qu'ils rapportent la mort de Russes. Mais auparavant, c'étaient les Russes qui critiquaient toujours la principale institution pour les relations entre la Russie et l'OTAN, à savoir le Conseil OTAN-Russie. Et l'une des raisons pour lesquelles ils le critiquaient, c'était que d'abord, tous les pays de l'OTAN se réunissaient. Et comme ils sont si nombreux, ils devaient élaborer une position commune. Et c'est un processus difficile quand on a autant de pays. Mais une fois qu'une position commune avait été atteinte et qu'ils rencontraient les Russes, cela n'avait plus de sens. Car rien de ce que disaient ou voulaient les Russes ne pouvait être mis en œuvre. Il fallait alors recommencer tout le processus au sein de l'OTAN. Parce qu'il y avait cette structure à deux niveaux, cela signifiait qu'il n'y avait aucune flexibilité. En réalité, cela signifiait que l'OTAN prenait la décision et que tout l'enjeu était d'obtenir que la Russie fasse des concessions unilatérales sous la menace et les ultimatums. Mais est-ce aussi le problème des Européens, en particulier de Hugo Mehlern, parce que nous n'avons de consensus que sur la confrontation? Eh bien, ce qui est ironique ici, c'est que nous avons été entraînés dans une confrontation par les Américains, vous savez, avec l'aide des Britanniques. Mais maintenant, la confrontation est devenue la norme. Nous ne pouvons pas en sortir, parce que nous n'avons pas les mécanismes intellectuels ou institutionnels pour le faire, simplement à cause de la nature très lourde de la bureaucratie qu'est l'Union européenne. Donc, je ne pense pas que ce soit délibéré. Je pense simplement que nous avons été entraînés là-dedans par l'administration Biden, probablement aussi par l'administration Obama, et les gens n'ont pas de solution pour s'en sortir. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ce n'est pas un choix conscient. C'est juste un cycle. C'est juste un cycle sans fin dont nous ne pouvons pas sortir en agissant différemment. Et vous savez, le processus de prise de décision, cette prise de décision collective, est exactement le même dans l'UTAMOME que dans l'OTAN. Il y a des années, lorsque j'ai rejoint le Foreign Office, j'assistais régulièrement à des réunions de l'UMOFE.
J'ai été chef du département Indonésie et Timor oriental au Foreign Office pendant un certain temps, et nous parlions de l'Indonésie et du Timor oriental. Je donnais l'avis du Royaume-Uni, puis les Néerlandais prenaient la parole longuement parce que c'était leur ancienne colonie, et les Portugais aussi à propos du Timor oriental. Ensuite, chaque pays disait quelque chose. On passait en revue les 28 pays, et à la fin, rien n'était jamais décidé. Et c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Vous savez, la différence, c'est que si l'on regarde quand le président Trump a invité le président Poutine en Alaska pour leur rencontre vraiment historique, du moins à l'époque, il s'agissait de deux dirigeants d'États indépendants et souverains qui se parlaient, chacun ayant le pouvoir de prendre des décisions. Le président Trump avait le pouvoir de prendre des décisions au nom des États-Unis. Le président Poutine avait le pouvoir de prendre des décisions au nom de la Fédération de Russie. Mais ce pouvoir n'existe pas en Europe. Et je pense que c'est ce genre de lourde boue qui colle aux pieds des gens. Et bien sûr, Volodymyr Zelensky a théoriquement le pouvoir de décider, mais il fait essentiellement partie de cette bureaucratie européenne de toute façon, car il a été absorbé lui aussi, puisqu'il dépend d'eux pour sa survie financière, franchement. Il semble pourtant que ce soit là le principal défi, comprendre ce que font les Européens, parce que nous sommes souvent en mode pilote automatique. Nous éliminons en quelque sorte toutes les autres options en les jugeant immorales. Donc, nous ne pouvons pas parler aux Russes. Immoral. Nous ne pouvons pas arrêter d'envoyer des armes. Immoral. Et donc, nous sommes en pilote automatique. Mais quand on est en guerre, on perd. Et nous sommes en train de perdre. C'est une catastrophe. Mais, comment évalues-tu le rôle des Britanniques dans tout cela? Le considères-tu comme unique? Unique par rapport aux autres Européens, dans une sorte de rôle post-Brexit. Parce que, encore une fois, tu étais à l'ambassade britannique. C'est toi qui devais valider les sanctions et tout le reste. Comment interprètes-tu la mentalité ou la source de la prise de décision ici? Oui. Eh bien, il y a bien sûr un contexte historique à cela, qui remonte à 2014, au Maïdan et au coup d'État, à l'europhobie, à Yanukovych, et ainsi de suite. Le Royaume-Uni était en gros, vous savez, le relais des Américains en Europe. Ils essayaient vraiment de rassembler le bloc de l'UDOMM pour prendre des décisions collectives afin de renforcer la pression sur la Russie. Et cela a toujours été notre rôle historique. Je pense d'ailleurs que Keir Starmer a tenté de poursuivre ce rôle, mais d'une manière différente avec Trump. Il a essayé d'être l'intermédiaire entre l'Union européenne et Trump. Mais ce qui a vraiment changé entre 2014 et aujourd'hui, c'est qu'en 2014, nous étions le relais d'une administration démocrate absolument hostile à la Russie et qui voulait prendre des décisions qui, en fin de compte, aggravent le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Trump, vous savez, est un dirigeant qui semble réellement, et je pense que c'est peut-être sincère, vouloir à la fois mettre fin à la guerre, mettre fin à l'effusion de sang, mais aussi en quelque sorte réinitialiser les relations avec la Russie. Ainsi, avec les Européens ayant adopté une position dure, cela a laissé le Royaume-Uni profondément confus quant à sa position après le Brexit. À un moment où nous déroulons le tapis rouge pour Donald Trump, parce que, pour des raisons parfaitement légitimes et compréhensibles, nous souhaitons entretenir de bonnes relations commerciales avec les Américains. Nos relations historiques en matière de renseignement, de sécurité et de défense restent très importantes pour nous. Et pourtant, nous nous retrouvons désormais de l'autre côté de la barrière par rapport aux Américains en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Cela nous place donc dans une position très difficile, à un moment où de toute façon, nous avons très peu de poids en Europe, ayant quitté l'Union. Eh bien, l'une des nouveautés qui se produisent, même si nous semblons avoir les mêmes réactions à chaque fois,
Ce sont ces drones russes, ou prétendus drones russes. Je dis prétendus parce que la partie russe affirme qu'il s'agit d'une opération sous faux drapeau menée par les Ukrainiens. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire veut que ces drones russes soient arrivés au milieu d'une attaque massive, avec environ 800 drones entrant en Ukraine. Il est tout à fait possible qu'il se soit passé quelque chose et qu'ils aient pénétré dans l'espace aérien ukrainien par accident. Cela pourrait aussi avoir été délibéré, comme un avertissement adressé aux Européens pour qu'ils se retirent. Mais dans tous les cas, la réaction semble maintenant être, comme toujours, que de nombreux pays européens appellent à renforcer la pression contre les Russes. Certains suggèrent à nouveau de relancer l'idée d'une zone d'exclusion aérienne en abattant des missiles et des drones au-dessus de l'espace aérien ukrainien depuis la Pologne. Tout cela repose, je suppose, sur l'hypothèse erronée que la Russie n'a pas le droit de réagir et ne répondra pas en ciblant ses moyens militaires en Pologne. Il semble que l'ancien président russe, Dmitry Medvedev, ait mis à mal cette idée lorsqu'il a déclaré que si une telle zone d'exclusion aérienne, même partielle, était instaurée, cela signifierait une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Qu'en pensez-vous? Est-ce simplement, comme vous l'avez dit, les Européens qui se lèvent chaque matin à 6 heures pour ressasser les mêmes choses? Ou pensez-vous qu'ils pourraient réellement passer à l'action? Parce qu'il y a une certaine panique. On sent que les choses tournent très mal, très vite. Eh bien, il y a de la panique dans l'air européen, je pense, plus que dans le monde russe. Je veux dire, je pense que les Russes aiment jouer à des jeux psychologiques. Je le sais très bien. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais ce sont des adversaires très très coriaces, comme nous l'avons vu en Ukraine. Donc je n'exclus pas la possibilité qu'ils aient fait cela pour augmenter la pression, pour provoquer une réaction, ce qu'ils ont effectivement réussi à faire. Cela a provoqué une réaction. Franchement, je n'exclus pas non plus l'idée que les Ukrainiens eux-mêmes auraient pu faire cela. Je veux dire, je pense qu'ils sont assez fous, franchement, pour faire n'importe quoi afin d'attirer l'attention, pour prolonger la guerre. Je pense que Zelensky saisirait l'occasion. Mais, si l'on regarde la réponse d'Oleg Sikorsky, qui a fait cette déclaration, elle était en colère, mais en même temps insipide. Tu es tellement insipide et sans mordant. Si tu l'as vu, il a fait cette déclaration sur son compte X Lelik Sikorsky, l'un des politiciens les plus clivants, étranges et un peu double-face que j'ai vu en lien avec le conflit en Ukraine. Il était tellement fade. Il a dit, eh bien, c'est un scandale. Et à cause de cela, nous avons convoqué une réunion. Oh mon Dieu. Super. Vous avez convoqué une réunion. Je veux dire, ça va vraiment faire peur à Poutine. Vous avez convoqué une réunion. Et c'était tellement... Eh bien, cela caractérise la mentalité de l'Europe. On va organiser une réunion et on va tous s'asseoir pour dire qu'on est indigné par cela et que la Russie est vraiment un vilain garçon et ne devrait plus recommencer. Et cela caractérise la mentalité, vous savez, de tout cela. Et la Russie le sait. La Russie, dans des circonstances où elle voit les Européens essayer activement d'empêcher la paix en Ukraine, n'hésitera pas à tirer les ficelles pour provoquer une réaction. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je veux dire, oui, je ne sais pas. Je ne connais pas les détails exacts de qui, ça pourrait être les Ukrainiens, ça pourrait être les Russes. Mais au final, la réponse a été la même. 6 heures du matin, Sonny and Cher, I Got You Babe, on se réunit pour dire que c'est terrible, que la Russie est mauvaise et qu'il faut mettre plus de pression. Mais en réalité, rien ne change vraiment. Eh bien, cela pourrait aussi être quelque chose hérité des années 90 et 2000, car à l'époque, l'UNE même apparaissait comme une initiative d'intégration très prospère et attrayante. Ainsi, la plupart des pays situés à la périphérie voulaient rejoindre l'UEPB.
Pour cette raison, même ceux qui n'allaient pas adhérer avaient tout de même besoin d'un bon accord commercial. C'est pourquoi on avançait qu'il existait une force d'attraction gravitationnelle et que l'UI tirait son pouvoir politique de la fixation de conditions sur le commerce. Dans le monde académique, tout le monde qualifie l'UI de superpuissance législative, car il leur suffisait de tenir une réunion, de brandir leur stylo, et les pays périphériques se conformaient à leurs discours, annonces et documents publiés. Il semble donc qu'ils ne se soient pas adaptés à la réalité actuelle, maintenant qu'ils n'ont plus ce pouvoir. La force d'attraction a disparu, et leur pouvoir aussi. Les Russes n'ont plus rien que la Russie veuille vraiment. Mais concernant les drones, voyez-vous une quelconque volonté en Europe de demander une enquête, ne serait-ce qu'un peu? Je veux dire, nous ne devrions pas prendre. J'ai parlé hier avec le représentant russe aux Nations Unies, Dmitry Polyansky. Encore une fois, il a affirmé qu'il s'agissait d'un coup monté par les Ukrainiens. Encore une fois, nous ne devrions pas prendre la position russe pour argent comptant. Mais après l'affaire Russiagate, l'ordinateur portable de Biden, les prétendues primes sur les soldats américains en Afghanistan, les brouillages, les signaux GPS, la Russie attaquant ses propres centrales nucléaires, tout cela qui a rapidement été démenti. Ne devrions-nous pas, après tout cela, reconnaître qu'il y a eu beaucoup de fausses informations avec tout cet agenda? Alors, ne devrions-nous pas au moins avoir des preuves, une enquête? Est-ce que quelqu'un pousse réellement pour une enquête avant que nous allions en guerre contre la Russie? Eh bien oui, mais je veux dire, ils ne vont pas entrer en guerre. C'est juste un autre exemple de parole en l'air. Comme je l'ai dit, sans savoir qui a lancé les drones, je ne peux pas dire. Je peux tout à fait imaginer que les Ukrainiens aient fait cela. Mais je peux aussi voir, du moins sur certains aspects, que les Russes pourraient l'avoir fait. Et de toute façon, les Russes vont le nier. Mais rien n'a vraiment changé par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que si l'on considère l'équilibre des arguments ici, ce que cela fait, c'est simplement défier la position européenne de continuer à bloquer la guerre. Mais on pourrait aussi dire que cela va dans l'intérêt de la Russie, car l'Europe va manquer d'argent avant la Russie pour soutenir la guerre, comme l'a même rapporté le Wall Street Journal la semaine dernière. Je pense que vous parlez du projet européen et de cette réticence à rechercher des preuves. Comme vous le savez, nous avons passé quelques jours en Géorgie en juin, j'y étais de nouveau la semaine dernière. En fait, ils ont leurs élections locales, qui approchent début octobre, et ils ont invité la mission d'observation électorale de l'OSCE à venir observer. Et ils ont refusé, disant qu'avec seulement un mois de préavis, ce n'est clairement pas suffisant. Un mois n'est pas assez pour organiser une mission d'observation électorale. Alors pourquoi font-ils cela? Je veux dire, pourquoi font-ils cela? C'est pour ne pas avoir de preuves, pour pouvoir continuer à dire que la Géorgie est un État antidémocratique et qu'il réprime les partis d'opposition, sans avoir à s'embarrasser d'envoyer une mission d'observation électorale sur place. Ils pourraient dire, eh bien, en fait, comme ils l'ont fait en octobre dernier, lors des élections législatives, vous savez, les élections se sont plutôt bien passées. Donc, c'est juste encore une fois, qui a besoin de preuves dans ce monde post-vérité. Il suffit, quand on est européen, de savoir que les Russes sont les méchants et que nous sommes les gentils. Et les preuves ne sont qu'un désagrément désespéré. C'est là le danger de cette guerre des récits, le contrôle des espaces d'information. Plus personne ne fait confiance à ce que disent les médias. Et les agendas, je pense, comme avec cette histoire qui s'est effondrée très rapidement, que les Russes, soi-disant, brouillaient les signaux de l'avion de von der Leyen, qui aurait tourné en rond pendant des heures ou quelque chose comme ça. Tout cela. Et puis il s'est avéré qu'il n'y avait aucune preuve et qu'ils avaient atterri en moins de 10 minutes.
Je veux dire, c'est comme Hillary Clinton arrivant dans les Balkans sous le feu des tirs. Tu te souviens de celle-là? Oui, Clinton, oui. Non, mais on peut comprendre pourquoi il pousse cette histoire avec autant de ferveur. Et c'est un peu inquiétant que ce soit toujours pour intensifier un conflit. Et je ne minimiserai pas ce qu'ils ont fait ces dernières années. Comme tu l'as dit, ils se lèvent chaque jour. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose de différent, j'imagine? Parce qu'on semble vraiment arriver au bout du chemin ici. Notre guerre en Ukraine ne peut plus vraiment continuer. Vous avez dit que nous manquions d'argent, mais je pense que, comme je l'ai dit très souvent au cours de l'année écoulée, la politique étrangère commence et se termine par la politique intérieure. La raison pour laquelle les Polonais participent à la guerre, c'est parce qu'ils ne veulent pas être anéantis. Et en réalité, pour eux, pour les Polonais, vous savez, ce n'est pas vraiment dans leur intérêt que l'Ukraine rejoigne l'Euromatter non plus. Car ils perdraient toutes leurs subventions, je crois, 6 milliards chaque année. Je ne sais pas, peut-être 60 milliards, mais les plus grosses subventions ne concernent que d'autres pays européens. Et les Polonais ne veulent pas vraiment que l'Ukraine rejoigne l'Euromatter de toute façon. Donc pour eux, en fait, que la guerre continue est plutôt une bonne chose. Vous savez, Gamble, au Royaume-Uni, on tient un discours ferme envers la Russie, mais nous n'avons pas de troupes. Donc vous voyez, nous ne voulons pas combattre la Russie, mais nous préférons plutôt sanctionner la Russie. Et vous savez, l'Allemagne, c'est pareil. Je veux dire, la raison pour laquelle ils n'envoient pas de missiles Taurus, c'est parce qu'ils ne veulent pas vraiment s'impliquer dans une guerre avec la Russie, car ils n'ont de toute façon pas le soutien politique intérieur pour le faire, à un moment où l'AfD est en pleine ascension. Et ainsi de suite. La France est en crise budgétaire, encore une fois, dans un pays qui connaît un déficit budgétaire massif depuis 1954 et qui s'engage à consacrer 5% de son PIB à la défense d'ici 2035. Vous savez, ils n'ont pas l'argent pour le faire. Vous savez, ils ne peuvent tout simplement pas. Les Français n'ont pas les moyens de consacrer 5% de leur PIB à la défense sans provoquer d'énormes troubles politiques internes. Donc je pense que nous entrons dans une période d'instabilité politique intérieure extrême parmi les grandes puissances du continent européen. Et par là, j'entends la Grande-Bretagne qui traverse en ce moment toutes sortes de protestations autour du drapeau. Et si vous suivez l'actualité, vous savez que la majorité inattaquable de Keir Starmer semble soudainement très attaquable. J'ai mentionné la France. Merz, à mon avis, a plutôt mal commencé en Allemagne. Il n'a vraiment aucune réponse à la question. Les énormes défis de politique industrielle et les défis macroéconomiques auxquels son pays est confronté, c'est-à-dire le type de désindustrialisation provoquée par la guerre en Ukraine. Ils vont en payer le prix dans les urnes, et je pense que nous allons nous retrouver avec davantage de gouvernements nationalistes au cours des 5 à 10 prochaines années. Mais, vous savez, j'espère des nationalistes avec un petit N qui souhaitent réellement plus de dialogue avec la Russie. Et cela pourrait bien être une bonne chose lorsque cela se produira à l'avenir. Mais jusqu'à ce que nous en arrivions là, nous allons traverser une période de bouleversement incroyable et de détresse économique, en particulier avec le dénouement final de l'Ukraine, lorsque nous réaliserons que nous n'avons tout simplement plus d'argent pour permettre à Zelensky de mener une guerre qui ne profite à personne d'autre que lui et son entourage. Et vous savez, atteindre ce bon moment, le lagon bleu, dans 5 ou 10 ans, lorsque les élites euromondialistes auront été évincées du pouvoir et que le nationalisme moderne aura instauré des relations pacifiques entre les États. D'ici là, j'ai bien peur de voir du danger, beaucoup de danger, dans notre avenir.
Les gens considèrent souvent le retour des nationalistes uniquement comme quelque chose de négatif. Mais lorsque cela consiste à défendre les intérêts nationaux, et que ces intérêts nationaux servent à mettre fin à la guerre, instaurer la paix et réindustrialiser, alors, si c'est votre option, et que l'alternative est le chancelier Blackrock Mers, qui ne fait que prôner la guerre et subordonner le système politique aux États-Unis tout en déindustrialisant à un rythme effréné, eh bien, vous choisiriez le nationaliste. Cela a du sens. Cela m'amène à mon dernier point. Oui, je pense, j'allais dire. En fait, j'ai écrit un article à ce sujet il y a environ un mois. Je pense que la politique étrangère commence toujours par la nation. Même lorsque j'étais diplomate britannique, on nous demandait toujours de partir de la question suivante. Pourquoi ce sujet international est-il important pour nous en tant que pays? En quoi cette question étrangère contribue-t-elle à faire avancer nos intérêts stratégiques fondamentaux? En quoi cela nous aide-t-il à améliorer notre sécurité, à protéger nos citoyens et à favoriser la prospérité économique de nos concitoyens? Toute politique étrangère devrait finalement être examinée à travers ces trois prismes essentiels. Cette politique étrangère va-t-elle améliorer ou au contraire détériorer chacun de ces aspects? Donc, le nationalisme consiste vraiment à réfléchir à la manière dont on peut servir son pays, non pas au détriment des autres, mais en évitant de se nuire à soi-même dans ses interactions avec les autres pays. Et à cet égard, je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. La dernière chose que je voulais aborder concerne justement ce que vous venez d'évoquer, à savoir l'ambiance qui règne actuellement dans la politique européenne. Vous avez raison de dire que la capacité à affronter davantage la Russie pose problème, non seulement parce que nous manquons d'Ukrainiens, mais aussi parce qu'en Europe, nous manquons de puissance militaire et économique pour intensifier le conflit, même si nous le souhaitions. Mais il y a aussi cette autre question que vous avez suggérée, le capital politique et la stabilité politique. Surtout si l'on regarde les trois grands, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, il semble y avoir une humeur pré-révolutionnaire ou une crise de légitimité. Peut-être ont-ils ignoré l'intérêt national pendant si longtemps qu'il est désormais très difficile de conserver le pouvoir sans recourir à des moyens autoritaires très extrêmes. Mais comment voyez-vous l'évolution de la situation en Europe? Car nous vivons une période vraiment unique. Comme je l'ai dit, il y a un déclin économique, mais aussi un manque de légitimité politique parmi les dirigeants. C'est très dangereux. Nous vivons une période vraiment unique. Et vous savez, l'un des principaux facteurs sous-jacents à la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est le fait que nous n'avons pas de presse libre, ni de liberté d'expression. Certainement pas au Royaume-Uni. Je pense que c'est peut-être un peu plus le cas en France, mais certainement pas en Grande-Bretagne. Et on ne peut pas avoir de véritable démocratie sans liberté d'expression, n'est-ce pas? La démocratie consiste à avoir un débat politique, à permettre aux gens de choisir entre différentes options, puis à organiser une sorte de renouvellement périodique des parlementaires à mesure que la situation évolue et que les gouvernements répondent ou non aux besoins des citoyens, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas de presse libre, ni de liberté d'expression, vous finissez en fait par délégitimer la démocratie elle-même. Vous savez, nous faisons la leçon à d'autres pays sur les bienfaits de la démocratie libérale, alors que nous ne sommes nous-mêmes pas réellement démocratiques. Je pense donc que c'est la crise de légitimité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, le fait que nous sommes devenus antidémocratiques dans nos actions, y compris dans la manière dont nous interagissons avec d'autres pays. C'est là le cœur du problème. Et je pense que c'est pour cela que les gens commencent à s'en rendre compte. Ils se réveillent face au fait que les médias leur mentent quotidiennement, que leurs opinions sont considérées comme stupides ou pas assez libérales pour les élites de Londres. Ils sont exclus du processus.
Vous savez, les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas brandir le drapeau anglais dans la rue parce que le gouvernement leur dit que si vous arborez le drapeau de votre propre pays, c'est d'une certaine manière raciste. Eh bien, les gens disent, attendez une minute, c'est le drapeau de notre pays. Donc vous savez, c'est un énorme défi pour nous en ce moment. Et je pense, en fait, sur une note positive, j'ai toujours l'impression de finir sur une note négative avec vous, Ben, et je m'en excuse. Mais, vous savez, sur une note positive, je pense que ce que vous faites dans les médias alternatifs est en réalité une partie très importante de ce changement. Votre émission, ce que font Alex, moi-même, Curious et d'autres, Danny Davis, Andrew Napolitano, etc. Vous permettez à plus de gens d'accéder à des idées différentes. Vous n'essayez pas de dire aux gens comment penser. Vous ouvrez simplement leur esprit à des informations différentes, fondées sur des faits empiriques, et ainsi de suite. Et je pense que cela fait aussi partie du changement. Et j'espère que cela continuera longtemps. Eh bien, l'idée derrière tout ça était assez simple. Il s'agit simplement de trouver ces experts très importants qui ont beaucoup à apporter à la compréhension d'une situation, mais dont on remarque l'absence dans les médias parce qu'ils sont arrivés à la mauvaise conclusion. Donc, on ne veut pas leur donner la parole. Alors vous voyez, je suppose que c'est ma motivation, du moins essayer de donner la parole à ceux que les médias auraient aussi dû interroger. Oui. Donc, Noam Chomsky en parle depuis des décennies, non? Ah oui, nous aurions dû faire plus attention, je suppose. Quoi qu'il en soit, vous avez fort à faire là-bas, à Budapest, en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci, Glenn. C'est toujours un plaisir de vous parler.